live. Nous sommes live au Paris Coffee Show au Parc Floral. Nous sommes live sur la chaîne YouTube du Collectif Café. Merci au Collectif Café de nous héberger sur cet événement fondateur de l'industrie, premier événement de la scène du café à Paris. Et aujourd'hui, nous sommes sur un panel qui va être le plus intéressant de tous les panels qui se seront tenus ce week-end, absolument, car nous avons des invités d'exception et un thème hyper intéressant qui est traçabilité, sourcing. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en parle aujourd'hui? On va faire un petit zoom sur le réglementaire. Et au final, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour nos consommateurs et éventuellement pour nous en tant qu'acteurs de l'industrie pour servir les consommateurs? Alors nous avons Carlos, Alice, Alexandre, Christophe. Je vais les laisser se présenter. Je suis Andrés, votre modérateur pour le panel aujourd'hui. Et je vais demander à chacun de parler de son rôle dans son institution et surtout de dire pour vous, qu'est-ce que c'est la traçabilité? Comment ça se pratique chez vous aujourd'hui? Et je vais démarrer tout simplement comme ça. La parole d'abord à Carlos. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux intervenants. Nous, on est Café Quilaté, c'est une marque qui a été créée par ma compagne et moi. Donc, je suis copropriétaire d'une filière de café. On fait une importation exclusivement du Honduras. Donc, on source des cafés qu'on importe directement par nos soins. Et notre traçabilité et nos efforts se lient à vouloir être le plus clair, le plus bienveillant, le plus clair, bienveillant auprès de nos producteurs, que ce soit nous liés à l'importation et que ce soit également lié à eux pour savoir exactement ce que nous faisons avec le café. Donc notre traçabilité, elle va dans les deux sens. Eux, ils travaillent en amont parce qu'ils savent comment on va travailler le café et comment on va le distribuer. Et nous, on sait ce qu'on va faire avec du café parce qu'on sait qu'il est bien travaillé. Donc nous, on essaye d'avoir de la clarté dans les deux sens. Alors chez Carlos, la clarté, c'est l'essentiel dans la relation. Café Quilaté, donc ce qui est intéressant chez eux, c'est que 3 générations dans la famille, en fait, donc c'est pas seulement la torréfaction, le fait de travailler le grain, mais aussi le lien hyper direct, puisque Carlos lui-même est d'une famille de caféiculteurs. Qu'en est-il d'Alice? Racontez-nous, Alice. Donc, bonjour à tous, vous m'entendez bien du coup? Yes. Ouais. Donc moi, j'ai rejoint Café Coutume il y a 4 ans. Avant ça, j'avais une expérience dans l'importation de café et un peu de terrain. Donc chez Café Coutume, au même titre que beaucoup de torréfacteurs nés au début des années 2010 en France, la traçabilité, ça a toujours été un élément central et différenciant, aussi bien dans la façon de sourcer le café que de le présenter aux consommateurs. Alors maintenant, la notion de traçabilité, c'est une notion entre guillemets qui est dynamique. Et qui est très propre d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas nécessairement la traçabilité de la même façon au Brésil qu'on va le faire en Éthiopie, tout simplement parce que les systèmes de production sont différents. Donc la première chose à faire en tant que sourceur, c'est d'essayer de connaître son système de production et de savoir comment accéder le plus possible à l'information. Mais dans le message envers le consommateur, c'est d'essayer, entre guillemets, de simplifier, mais pas dans le sens négatif du terme, mais c'est une chaîne de valeur qui est extrêmement complexe. Et si on veut essayer d'avoir de l'impact envers eux et de transmettre des informations, il faut être capable d'être lisible dans ce qu'on transmet comme information. Et donc c'est un peu tout l'enjeu entre une chaîne de valeur qui est complexe et qu'on essaye d'humaniser et de transmettre le plus d'éléments de différenciation possible. Merci beaucoup, Alice. Alors, c'est hyper intéressant parce que déjà, entre Carlos et Alice, on voit qu'il y a d'un côté la profondeur, la verticalité du lien entre la ferme, la torréfaction, les points de vente, la distribution. Et en fait, Alice, elle est confrontée à ça dans de multiples pays, dans de multiples régions. Et du coup, à la difficulté, au défi, à l'opportunité aussi, d'apporter cette verticalité à plein d'endroits différents. Donc on a vraiment une complexité très forte pour que cette clarté dont parlait Carlos tout à l'heure puisse vraiment voir le jour. Et alors Alexandre, cofondateur chez Belco, une histoire de famille aussi. Oui. Qu'est-ce que c'est la traçabilité chez Belco?
La traçabilité, c'est globalement, enfin de façon assez simple, c'est savoir ce qu'on achète et à qui on l'achète. Bon, ça, c'est assez basique en fait, hein. Mais c'est à aucun moment une fin. La traçabilité, c'est un moyen qui permet de servir une fin, qui permet de construire une relation, de raconter une histoire, de construire une qualité, d'améliorer la qualité, aussi de travailler sur différents axes de durabilité. Mais la traçabilité, juste pour répondre à la question, c'est de savoir ce qu'on achète et à qui on l'achète. Savoir qu'est-ce qu'on achète, où on l'achète, et du coup d'être transparent, précis là-dessus. La fin, ça peut être la transparence. La traçabilité permet d'arriver à la transparence. Voilà. Excellent. Et donc, à la fin, les histoires, le vécu, qu'est-ce qu'on peut raconter aux consommateurs? Bien sûr. Après, le but, en tout cas, chez Belco, nous, on a choisi de construire et de maîtriser. Donc là, je vais un petit peu plus loin que de répondre à ta question. On va essayer de dire comment on construit notre traçabilité. Déjà, on a fait le choix de la maîtriser, de savoir exactement à qui et de choisir la philosophie des acteurs avec lesquels on travaille. La façon dont on a choisi de construire et de maîtriser notre traçabilité, c'est en mettant en place des filiales dans des pays producteurs avec des équipes au plus proche des producteurs pour pouvoir construire nos filières. Et ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir construire une expérience pour le consommateur final autour de la durabilité, de la transparence, de l'histoire des producteurs avec lesquels on travaille. Et cette traçabilité nous permet de construire cette histoire-là. Merci beaucoup. Alors, le Est-ce que je suis clair ? Super clair, et ça complète super bien. Donc le paysage commence à se constituer. On voit des questions de, on va dire, verticalité de la ferme à la tasse avec les commentaires de Carlos. On voit comment il faut le différencier à travers différents pays. Et avec Alexandre, on voit comment tout cela se met au service d'une expérience, au service d'une finalité qu'on a. Christophe, qu'est-ce que tu voudrais ajouter à ce paysage? Bonjour déjà. Je vais prendre un spectre un peu plus large. Donc nous, on fait du café de spécialité. Et pour moi, la traçabilité, elle est co-substantielle au café de spécialité. Parce que déjà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est des rencontres entre des gens qui s'intéressaient au café et des producteurs. Donc c'est naturel. Et dans la filière aujourd'hui, je trouve que c'est un peu moins évident ça. Donc c'est pour ça que je suis heureux d'en parler ici. Donc c'est co-substantiel et c'est surtout la manière, la traçabilité, c'est une garantie pour le consommateur, mais c'est surtout, c'est aussi et surtout grâce à ça qu'on va valoriser un produit. Les éléments de traçabilité vont nous donner des éléments de marketing, de communication et de transparence, basés sur la transparence, pour mettre sur le marché un produit qui, tu le disais tout à l'heure, c'est un peu complexe le café. C'est pour ça que c'est plus facile de tirer vers le bas que de tirer vers le haut. Nous, tous ici, on essaie de tirer les choses vers le haut et la traçabilité, c'est l'outil de base dans ma trousse à outils. C'est la base pour valoriser et réussir à vendre des choses qui sont compliquées et qui sont un peu plus chères que du café industriel issu de filières qui n'est pas durable, pas qualitative, etc. Donc la traçabilité, pour moi, et c'est pour ça que dans Terre de Café, je continue à beaucoup voyager, à faire des deals avec des producteurs, des partenariats économiques, etc. Parce que c'est la base de toute la démarche liée à ce qu'on fait. Et encore une fois, un point qui s'ajoute est super important. Tu parlais de consubstantialité, donc quelque chose d'essentiel et d'intégral à notre mission de torréfacteur et d'acteur du café de spécialité. Et avant de revenir là-dessus, parce que ça va être un petit peu le point pour essayer un atterrissage de la conversation d'aujourd'hui, posons-nous 2 secondes la question de pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui. Et quand on a échangé entre nous avant d'être sur scène aujourd'hui, sur cette conférence, le thème qui est revenu, c'est l'actualité réglementaire. Et c'est ça probablement qui met tout ce sujet sur le devant de la scène aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est? Que sont ces évolutions réglementaires? Qui ça impacte? Et du coup, comment ça affecte les questions qu'on vient de se poser? Est-ce que tu veux démarrer, Alice? Oui, avec plaisir. Alors, je pense que ce qui est important de comprendre dans l'actualité réglementaire, déjà pour la recadrer un petit peu simplement, donc il y a un règlement européen qui est déjà entré en application et donc qui va avoir un impact sur l'ensemble de la filière, qui va demander aux acteurs qui achètent des matières premières à risque de déforestation
de montrer des éléments d'information afin que ces produits qui entrent dans l'Union européenne ne soient pas responsables de la déforestation. Donc en gros, c'est l'effet de dire on achète des produits, on les propose à des consommateurs et les consommateurs, ils sont assurés que ces produits qu'ils achètent, qui arrivent dans leur machine à café, dans le cas du café, ou pour d'autres produits concernés, et bien en fait, ils ne sont pas responsables de la déforestation. Donc c'est une énorme réglementation et c'est une réglementation qui se base sur la notion de traçabilité pour démontrer que le produit n'est pas responsable de la déforestation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous montrez d'où vient un produit, comme tu disais, la traçabilité, c'est la base, c'est d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Et ben, d'où ça vient le produit, hop, on voit d'où ça vient. Et est-ce que c'est une zone qui est déforestée ou qui a été déforestée sur les 2 dernières années, oui, non, non, oui, ça rentre pas. Voilà. Donc en fait, c'est un peu mathématique et basique, mais il faut comprendre que cette traçabilité, ça devient une notion légale avec une certaine définition, une certaine constitution, une consistance qui permet de vérifier si oui ou non, en tant qu'acheteur, nous sommes responsables, enfin nous contribuons à cette déforestation, même sans le savoir. Merci beaucoup. Alors, pour compléter ce paysage, Alexandre, vous, importateur sur de multiples pays avec différentes filières, vous avez forcément aussi analysé cette question de très près. Qu'est-ce que tu voudrais compléter par rapport à ce premier cadrage que donne Alice sur qu'est-ce qu'on doit savoir sur les évolutions réglementaires récentes? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, alors je crois, là je vais parler quand même sous le contrôle d'Alice parce qu'elle connaît certainement mieux que moi la loi, mais je crois que ça concerne, non mais c'est ce qui est déforesté après le 31 décembre 2020. Donc il ne faut pas que les produits importés viennent de zones déforestées après le 31 décembre 2020. Ouais. 31 décembre 2020. Après, le sujet, c'est aux premiers importateurs dans la zone euro de prouver en fait que le café ou le lot de café constitué ne provient pas de zones déforestées. On le prouve comment? Pour tout ce qui est parcelle de moins de 4 hectares, c'est un point GPS. Et pour tout ce qui est parcelle de plus de 4 hectares, ça sera un polygone, un cadastre en fait, qu'il faudra apporter. Voilà, on sait que ça va être très costaud. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur, parce que globalement, je pense que le sens de cette réglementation, il est bon pour tout le monde, il est bon pour la planète. Ça risque d'être quand même assez complexe à mettre en place. Il faut qu'on travaille, nous, après, avec nos filières en amont, pour pouvoir construire, en fait, le moyen qui va nous permettre de pouvoir fournir toutes les preuves à l'Europe des sources de nos cafés. Concernant Belco, compte tenu de son modèle, compte tenu des moyens qu'on a sur place dans les pays producteurs, ça va être beaucoup de travail, mais c'est faisable. Après, on ne connaît pas encore le cadre. C'est Nicolas qui est là au fond de la salle qui s'occupe de ça chez nous. Globalement, on a encore très peu d'informations sur ce qui va nous être demandé, sur les règles du jeu qui vont nous être imposées. Donc on se prépare parce qu'on parle d'une règle qui va nous être appliquée dès le 31 décembre 2024. Donc c'est demain pour nous. Mais voilà, on ne sait pas encore exactement comment on va jouer la partie. Alors, je vais te poser une question. C'est pas très clair, mais c'est pas très clair pour nous non plus. Donc je suis désolé. Je vais te poser une question extrêmement sensible et du coup à voir si éventuellement Nicolas t'aide, si le live est gênant, on va le faire tomber, voilà. Mais la question c'est comment tu te sens au sens. Tu dis c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et c'est souvent le cas quand il y a une nouvelle réglementation. Est-ce que ton message aujourd'hui c'est de dire chez Belco c'est compliqué, c'est administratif et il y a beaucoup de boulot, mais on sent de ce qu'on connaît de nos filières qu'on va y arriver. C'est beaucoup de boulot, ça va être dur, mais on va être couvert. Ou est-ce que tu sais qu'il y a certaines origines, je ne vais pas te demander un pourcentage, mais est-ce que tu sais qu'il y a certaines origines, certaines références, où tu sais déjà qu'en fait, ça ne sera pas possible, et qu'il y a peut-être du coup certaines références qu'il va falloir couper, parce qu'au-delà du travail administratif, tu te dis, est-ce que ça va couper les sources d'approvisionnement? Ouais, alors non, déjà, tu n'auras pas besoin de couper quoi que ce soit, je vais assumer tout ce que je vais dire, donc il n'y a pas de problème. Tant mieux. Tant mieux. On a, alors si je parle du cas spécifique de Belco, on a 8% de notre volume qui est fait sur des cafés sur lesquels globalement, je pense qu'il va falloir qu'on arrête ces cafés-là définitivement. Donc c'est déjà un sens. C'est des cafés qui pesaient à peu près 40 en 2014. En 2014, à peu près 40% de notre volume. Aujourd'hui, c'est 8%.
Ces sources-là ne sont pas des sources dont nous sommes forcément les plus fiers. Et globalement, je ne suis pas forcément très serein sur notre capacité à pouvoir construire avec nos partenaires en amont des garanties suffisamment fiables pour nous conformer aux réglementations européennes. Sur le reste, j'ai absolument aucun doute, principalement concernant les pays dans lesquels on a des équipes. Parce que je connais la qualité des équipes qu'on est sur place, je connais la qualité de nos partenaires et le sérieux de ce qu'on fait. Donc non, on va y arriver. Alors y arriver, ok, j'ai aucun doute, le 100% n'existe pas. Il y aura forcément des échecs, mais on a la capacité à pouvoir relever le défi et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup de cette réponse et je pense particulièrement rassurant et solide qu'en amont de la filière, pour un acteur comme Belco, on puisse dire, en fait, ça va améliorer notre portefeuille, en fait, à la marge. Ça va améliorer, excuse-moi, notre portefeuille. Ah oui, bien sûr. Tu veux dire, oui. Il y a un effet, beaucoup de travail, il y a un effet extrêmement positif. L'offre n'est que meilleure par ça. Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup de boulot, mais ça va être meilleur. Bien sûr. Surtout parce que... Après, je te donne la parole tout de suite, mais je voudrais juste quand même dire quelque chose d'important parce que, et je pense que tu as vraiment bien, avec cette observation, repris cette idée-là que cette réglementation, elle est hyper importante, elle nous effraie tous un petit peu. Même moi, petit torréfacteur, il y a des pays sur lesquels c'est plus compliqué d'avoir des éléments de traçabilité aussi fines, encore une fois, de par la façon dont ils sont constitués. Néanmoins, je crois que ce qui est hyper important, c'est de garder un rapport de bienveillance et de coopération. Et là, je pense que c'est important que derrière, tu puisses nous donner aussi ton avis, Carlos, parce que je crois que nous, on est préoccupés. Les petits producteurs, ils sont encore plus préoccupés. Parce qu'on sait très bien que ceux qui vont avoir les moyens de production, les moyens de façon générale de démontrer ces éléments de traçabilité et de transparence, donc entre guillemets les grosses multinationales dont on a besoin pour rendre plus vertueux toute la filière, etc. N'empêche qu'eux, ils vont nécessairement y arriver beaucoup plus facilement que les petits acteurs, que les petits producteurs qui sont organisés en groupe ou en coopérative, ou peut-être il y a des systèmes de corruption qui sont plus complexes. Il faut quand même se dire qu'il y a toute une liste de pays qui vont être considérés comme à risque, que ça effraie énormément quand même les producteurs et les pays concernés. Donc il y a beaucoup de discussions actuellement sur la table des négociations à l'échelle internationale autour de cette directive parce qu'elle ne concerne pas que le café et loin s'en faut. Et que nous, le Specialty Coffee doit se remettre en question, mais c'est certainement celui qui est le plus avancé par rapport à bien d'autres. Néanmoins, je pense qu'avant de nous effrayer, il faut accompagner nos producteurs. Et excuse-moi, je complète juste une chose très rapide. On parle d'une réglementation européenne. Quand je dis qu'il va y avoir certaines difficultés avec certains acteurs, c'est parce que ça va quand même être complexe de fournir ces garanties et que certains vont dire ils nous font chier l'Europe, on va vendre du café aux États-Unis, on va vendre du café dans d'autres pays du monde et les acheteurs européens, on va pas s'embêter avec ça. Voilà. Et c'est juste pour ça en fait. C'est toujours possible en fait d'y arriver, mais encore faut-il en avoir la volonté. Carlos, merci. Oui, enfin, obligatoirement, je parle du fait que nous, on est producteurs. Je parle également de toutes les connaissances que j'ai qui sont des producteurs avec qui on travaille main dessous. Alors, nous, si vous voulez, nous, on a travaillé toujours du café agroforestier. Protection des forêts, nous ça a toujours été un élan, donc quelque part nous petits importateurs on n'a peut-être pas ce poids que vous pouvez avoir comme importateur parce qu'on n'a pas ce stress forcément, mais quand on voit ce qui va se passer surtout sur le commodity coffee, on sait que ça va être vraiment un souci très important. Certes, les États-Unis, et je parle en connaissance de cause, les États-Unis, c'est pratiquement 80-90% du café qui part aux États-Unis. Nous, on est très contents de pouvoir proposer sur le marché français le café du Honduras. Je sais qu'il est déjà proposé auprès de vous. Je suis et j'oriente plus forcément les cafés de mes connaissances. Le café que nous avons sourcé, c'est sur une zone qui est beaucoup plus petite que la vôtre. Néanmoins, la facilité que nous avons, c'est ce rapprochement, cette possibilité de sourcer directement avec les gens en montant sur leur exploitation, en allant voir les gens sur les coopératives, sur ces agroupements qui nous aident à voir les choses plus facilement.
Mais oui, le commodity, je pense que ça va être le gros souci. Le café de spécialité, quand on le source correctement, je pense que à notre échelle n'aura pas autant d'impact sur ces lois qui, en plus, moi je trouve que c'est quelque part quelque chose de bénéfique parce que cette loi nous permet d'avoir une clarté, c'est-à-dire que légalement parlant, mon café sera tracé et sera labellisé comme étant un café agroforestier qui ne détruit pas les forêts. Donc je pense que c'est un point qui est plutôt positif. Du coup, je vais passer la parole à Christophe maintenant pour compléter un petit peu le paysage. Comment tu vois les impacts? On voit chez Belco, chez Coutume, le fait de dire il y a un portefeuille d'origine et du coup, il faut qu'on fasse un peu le tri, qu'on fasse de travail, qu'on analyse, mais on est confiant qu'on va y arriver. En tout cas, le portefeuille ne sera que meilleur après. Des acteurs très pointus par construction, puisque dès le départ, c'était l'agroforesterie, c'était intrinsèque au modèle de départ. Du coup, vous vous dites, bah, nous, on y était déjà, quelque part, donc on continue et tant mieux. Comment tu vois les impacts de ta fenêtre? C'est un petit peu comme Carlos, on a commencé à faire le ménage avec les gens à qui on achetait le café depuis longtemps maintenant. Ça fait 10 ans quasiment qu'on achète que du café, soit de forêt, soit issu d'agroforesterie. On travaille avec une quinzaine de fermes. Notre modèle, en fait, il est simple. C'est une des raisons pour lesquelles on ne travaille pas, ou sauf exception, Honduras d'ailleurs, mais peut-être ça peut changer, avec une coopérative, parce qu'au moins une ferme, on a une visibilité totale. C'est un travail en commun avec, en général, une famille. Et donc, on les connaît, on s'apprécie, sinon on ne travaille pas ensemble, on fait des projets ensemble. Et la traçabilité fait partie du projet global. Donc pour Terre de Café particulièrement, ça remet absolument rien en question. Je pense au contraire, c'est une opportunité parce que c'est une sensibilisation qui est faite auprès du public. Après cette sensibilisation, la forêt, effectivement, c'est essentiel. Moi, je me demande comment certains industriels vont faire. Sincèrement, je ne sais pas comment ils vont faire. Je pense que beaucoup se creusent la tête de savoir comment on va contourner les règles déjà. Parce que pour certains, sur des sourcings nationaux, avec des cahiers des charges hyper larges, en s'arrangeant avec les coopératives, franchement, c'est impossible. Je ne vois pas comment c'est possible personnellement. Après, ce n'est pas mon boulot, donc c'est peut-être pas à moi d'en parler, mais moi, je vois plutôt ça comme une opportunité et j'aimerais même qu'on aille plus loin au niveau légal, européen ou au moins français. J'aimerais juste qu'on soit un peu obligé de dire ce qu'on met dans un paquet de café. Puisqu'aujourd'hui, quand on achète un paquet de café chez Carrefour, j'ai rien contre Carrefour, on achète un café d'Éthiopie, en vérité, on ne sait pas bien ce qu'il y a dedans, quoi. Donc la forêt, c'est bien, mais il faut aller aussi, si on veut garantir de la traçabilité aux consommateurs, ce serait bien un peu que la législation, au moins française, fasse un petit effort dans le café pour qu'il y ait plus de traçabilité, mais déjà, ne serait-ce que sur le produit, l'origine, quoi. Voilà. Après, on abordera peut-être un autre sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus d'intrants dans les cafés, pas forcément chimiques. Hein. Et ça aussi, c'est pareil. Je trouve que c'est pour la filière, en tout cas, du café de spécialité, c'est une direction qui est prise, qui est une direction, bien ou pas bien. Peut-être qu'on peut en parler après, je ne sais pas. Mais il y a un sujet là-dessus aussi. Mais ça rejoint aussi le sujet de dire qu'est-ce que j'ai dans mon paquet de café. Juste, je termine avec ça. L'Europe va imposer aux viticulteurs, sur leur étiquette ou sur un QR code, de préciser la composition du vin, puisque dans le vin, on peut avoir 10, 15, 20, 60 intrants. On ne le sait pas, mais c'est comme ça. Et donc là, il va y avoir une réglementation légale, imposée, coercitive sur les producteurs de vin. Et je pense que ce serait très très bien de le faire également pour le café. Voilà. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il y a une connexion, mais on va y revenir. Alors, avant d'arriver là-dessus, on arrive au point crucial de notre conversation aujourd'hui, qui est de dire, on comprend la nécessité de clarté, de différencier les approches par produit, par région, par référence. On comprend que tout cela est au service d'une expérience. On comprend que la réglementation aujourd'hui, en principe, va obliger tout le monde à plus de traçabilité par l'effet indirect de la question de réforestation. Et la question qu'on se pose, c'est « et alors ?» Qu'est-ce que ça change pour les consommateurs? Qu'est-ce que ça change pour les consommateurs? Comme la question, même celle-là, est assez large, je vais démarrer par une sous-question, on va dire, de ça, qui est, je prends un point que Christophe faisait au début. Donc, cette traçabilité, elle est consubstantielle, super mot qu'on a appris aujourd'hui, hein, consubstantielle,
au café de spécialité. Et effectivement, même moi, chez Beans on Fire, quand on a démarré notre aventure il y a presque 10 ans, on a compris qu'un des grands différenciants entre le specialty et le commodity, c'était ce niveau de détail, cette traçabilité. Est-ce que du coup, cette différenciation, est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce qu'elle va s'estomper? Première question. Est-ce que ce push vers plus de traçabilité, est-ce que ça va estomper la différence entre un café specialty et un café commodity aux yeux des consommateurs? Qui veut attaquer là-dessus? Alexandre? Ouais, ok. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, le sujet de la traçabilité, moi je considère que c'est un moyen et pas une fin. Donc, finalement, c'est cool pour le consommateur que finalement tous les cafés aient plus de traçabilité. Mais le sujet du café de spécialité, c'est pas juste d'être traçable. Le sujet du café, il y a plein d'enjeux au-delà de la traçabilité qui doivent être pris et par le café de spécialité. On peut parler du sujet de renouvellement de la génération des producteurs, sortir d'une considération de matières premières pour rentrer dans la valorisation d'un produit agricole avec un vrai savoir-faire agricole qui doit bien se rémunérer. On peut parler de se battre pour conserver la diversité du café, parce qu'il y a un vrai enjeu là-dessus aussi, hein, conserver tout l'héritage, toute cette diversité du café. Il y a un enjeu de valoriser tout ça auprès du consommateur pour remonter le maximum de valeur ajoutée dans la chaîne et la rendre la plus durable possible. Donc la traçabilité va permettre tout ça. La traçabilité permet à la filière du café de spécialité de se battre dans tous ces domaines et d'offrir un avenir, de préserver l'héritage et d'offrir un avenir à une filière regroupant paysans et artisans. Je crois que c'est principalement ça. Donc on peut juste se satisfaire du fait qu'il y ait plus de traçabilité globalement dans tous les produits. On peut se satisfaire que en tant que consommateur, en tant que citoyen, qu'on n'accepte plus de déforester des zones pour produire. Je pense que c'est une bonne chose, mais on n'a pas du tout à être inquiet pour la filière du café de spécialité parce qu'on a beaucoup de choses à raconter avec la traçabilité fine qu'on a construite ces dernières années. Et c'est pas une traçabilité technique, c'est une traçabilité très fine et très humaine qu'on a construite dans le café de spécialité et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Excellent. Je vais garder ce mot 2 secondes parce que c'est sans doute un des mots-clés pour la fin. Au-delà de la traçabilité technique, la traçabilité humaine. Christophe. Oui. D'ailleurs, est-ce que, je me pose la question en même temps, là, hein, à écouter, est-ce que cette législation européenne sur la déforestation, est-ce que c'est réellement un élément de traçabilité en vérité? Est-ce que ce n'est pas plutôt un élément de sécurisation, d'information, que de traçabilité? Parce que la traçabilité, c'est la dimension variable. Alors oui, c'est de la traçabilité, on va connaître la parcelle, etc. Mais ça ne veut rien dire en vérité. Là, ça veut juste dire que ça n'a pas été déforesté depuis 2 ans. C'est ça en réalité. Donc la traçabilité, c'est bien plus fin que ça, Alexandre le dit. Alors, le specialty, ça doit être de la traçabilité fine ou plus ou moins fine. Donc si on veut définir une traçabilité fine, c'est quoi? On sait tout du café, quelle est la variété, quel est le process, quel est le fermier, quel est son modèle agricole, quelle est la parcelle. Et comme ça, je peux dérouler encore un petit moment. Donc la traçabilité, c'est très très relatif. La traçabilité pour un industriel qui fait du café du Brésil, ça n'a rien à voir avec Coutume qui fait aussi un café du Brésil, mais c'est un café de ferme d'un mec qui fait ses process lui-même, etc. Alors, repassons 2 secondes par la case, on va dire, réglementaire. Est-ce que tu peux nous dire, Alice, effectivement, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le paquet? Est-ce que par le fait qu'un café va remplir cette réglementation... Alors, je ne suis pas représentant de la Commission européenne, hein, donc je suis navrée de dire que... Alors s'il y a un membre de la Commission européenne dans la salle, veuillez vous faire connaître, s'il vous plaît. Déception, quoi. Non. On ne sait pas. Mais en réalité, non, on ne le sait pas parce que c'est en cours de discussion. Je ne fais pas partie d'un lobby en particulier pour la traçabilité non plus. Néanmoins, je pense que ce qui est quand même hyper important, et je rejoins les 2 interventions précédentes, c'est que je pense que on va passer d'une traçabilité effectivement purement technique à une traçabilité affinée. Moi, c'est ce que j'avais en tête. Tu as utilisé le terme fin, mais effectivement, on va affiner la notion de traçabilité. Et surtout, je crois qu'il faut, par contre, garder en tête que le lien qui est fait actuellement, et c'est un lien qui à tous nous est extrêmement précieux,
c'est le fait que la traçabilité devient un élément de notre approche durable du café, du fait qu'on ait envie de construire des relations humaines à long terme qui puissent se maintenir et donc préserver tout ce secteur que j'ai pas trop envie d'appeler industrie aujourd'hui. Voilà, donc non, je ne sais pas du tout ce qui devra être mis sur le paquet. Ce sera un vrai sujet. Je suis plutôt favorable aussi à ce que ça nous permette une meilleure transparence à bien des niveaux. Je rejoins complètement Christophe sur le fait que les process et tout ça, c'est super cool, mais qu'au final, on perd quand même l'essence même de ce qu'était le café de spécialité en termes de transparence, justement, où on savait qu'un produit, c'était révélateur d'un terroir, du travail d'une famille, de savoir-faire. Et bien là, on perd un petit peu tout ça parce que tout a tendance à s'uniformiser. Moi, je goûte des process anaérobiques, lavés, naturels, ça, je trouve que tout a le même goût. Donc ça m'effraie ça m'effraie carrément. Donc j'aimerais bien qu'en fait, cette traçabilité, ça devienne finalement, voilà, que nous, finalement, on fasse mieux que ce qu'on faisait, même si on faisait déjà pas trop mal, mais que surtout, ça tacle un gros coup, en fait, les gros industriels. C'est ça le but, en fait. Parce que nous, on représente du marché mondial, je sais pas, même pas 10%. Donc ça veut pas dire que... Enfin, faut juste que cette notion-là, ça soit plus David contre Goliath, mais qu'on soit tous dans la même barque et qu'on avance sur d'autres sujets qui sont fondamentaux en termes de renouvellement générationnel, de maintien de la diversité, de possibilité de décarboner la filière. Enfin, toutes ces questions-là qui sont aussi fondamentales. Voilà. Excellent. Et du coup, on va regarder pour l'instant cette notion de préserver l'artisanat versus l'industrie avec une traçabilité affinée. Carlos. Je voulais juste réagir par rapport à tout ce que vous avez dit sur des choses qui sont plutôt d'actualité et qu'on retrouve dans tous les milieux. C'est-à-dire que maintenant, quand on va dans un restaurant, qu'est-ce qui se passe? Le chef, il utilise tous les produits qui sont autour de lui. Dans le café, forcément, le café n'existe pas en France, mais ce côté, enfin, comme je dis et comme je répète, la clarté, la possibilité de donner tous les détails du producteur. On ne va pas aller au niveau des process parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu délicat de le dire au client lambda que voilà, il y a tel process qui a été appliqué, mais au moins dire que et attester et approuver que c'est un café de spécialité, parce que la sensibilité, le point le plus important pour nous, c'est que vous, en tant que consommateur, vous sachiez que vous êtes en train de prendre ou d'acheter un produit qui est réellement traçable, qui est réellement de qualité et qui est différent de ce qu'on peut trouver dans n'importe quel commerce. Donc cet effet de mode, encore une fois, sur ce niveau de la traçabilité, va apporter que du bon, va apporter... peut-être avoir les informations, forcer aussi les industriels à donner des informations sur la tromperie qu'on voit et nous aider d'une ou d'une autre façon. Alors, comme tu dis, Carlos, c'est un mouvement qui se retrouve dans d'autres secteurs, d'autres produits. Il y a peut-être un défi à cela, qui est qu'on va peut-être atterrir sur des histoires de labels, à savoir, il y a des clients, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, nous, ça nous arrive, on a des clients qui disent, d'accord, mais nous, ce qu'on veut, c'est un café bio, commerce équitable, et maintenant issu de la déforestation, et voilà. Si j'ai les 3 tampons sur le paquet, c'est bon, ça suffit. Bah, c'est déjà le cas, ça. C'est pour ça, la déforestation, c'est pas... Enfin, cette nouvelle réglementation, on tourne beaucoup autour de ça, mais on peut, hein, mais c'est pas du tout un... Max Havelaar, c'est pas... J'ai rien contre eux non plus, hein, ils font un beau travail par ailleurs, mais c'est pas un élément de garantie de qualité, quoi. Ni de traçabilité, d'ailleurs, souvent. Donc la garantie, s'il y en a... Donc effectivement, mais ce que tu dis là, c'est important, ça va être encore un truc contourné. Il y aura peut-être même un rayon chez Auchan produits non issus de la déforestation. C'est exactement ça. Et ce sera que des produits de basse qualité. Et c'est encore un truc récupéré par l'industrie. C'est intéressant d'ailleurs de regarder comment l'industrie, la grosse industrie du café, récupère les codes du café de spécialité avec de la pseudo-traçabilité. C'est super intéressant. Et moi, je suis convaincu que ça sera la même chose avec cette histoire de réglementation. Comment on contourne? Comment aujourd'hui il y a ces règles-là sur le bois. En fait, les mecs qui achètent des bois tropicaux les achètent en Inde. Ils l'achètent plus en Afrique. Le bois part d'Afrique pour aller en Inde. Là-bas, il n'y a pas de contraintes et ça arrive chez nous comme ça et on a contourné. Et ce sera la même chose pour le café. Donc pour moi, c'est bien, ça va dans le bon sens, mais enfin, c'est pas là-dessus. Enfin, je pense qu'on a déjà trop parlé en réalité. Et la traçabilité, c'est pas ça, quoi.
La traçabilité, c'est de, en fait, plus on a de traçabilité sur un produit, plus je considère, alors on peut tricher, mais plus je considère que la personne qui va acheter ça a la garantie d'acheter un produit qui est bon et bien fait. Pour moi, la traçabilité, c'est ça. Et c'est à nous, dans la filière caféière, de travailler ça. Alors le défi, c'est de démontrer ça au-delà des tampons, au-delà juste des labels, au-delà Oui, de mais dire c'est bio, c'est commerce équitable, c'est voilà. Alors préserver l'identité, la mission. Concentrons-nous quand même sur le fait que l'approche label, déjà, ça, quand même dire que c'est une approche qui à l'origine est quand même bien intentionnée, mais qui... Ah, micro, Voilà. Vous voulez plus que je parle? c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais qui montre quand même des limites en termes d'impact. Et tout le sujet d'affiner, de construire des chaînes de traçabilité fines, ça permet de travailler localement, en tout cas en tenant compte des contextes locaux et pas réfléchir de façon globale. Donc il y a une approche qui au début est peut-être moins commerciale, mais avec la montée de la prise de conscience des consommateurs, j'imagine qu'on va pouvoir se servir de tout ce qu'on monte en termes de traçabilité fine pour contextualiser l'achat et accroître l'impact de la filière. Merci beaucoup. Donc dernier commentaire d'Alice, on va passer après le micro à la salle pour des questions, en tout cas, et des commentaires aussi s'il y en a. Alors rapidement, sur des échelles qui sont parfois aussi petites que les nôtres, alors ça dépend, tout est relatif dans la notion de taille évidemment. Néanmoins, je crois que la certification, c'est important. Moi-même, en tant que consommatrice finale, il y a des produits que je préfère acheter en tant que certifié bio pour telle ou telle raison. Néanmoins, je crois que ce qui est important et ce qui est très chouette dans notre filière, c'est le côté vérification. C'est-à-dire, on travaille sur des échelles suffisamment petites. On n'est pas dans des circuits courts, puisque le café, il pousse dans la ceinture tropicale, donc on est obligé quand même de se déplacer assez loin pour voir ce qui se passe. Néanmoins, ce rapport, encore une fois, humain, ce rapport direct, d'aller voir comment ça se passe, pas juste la nice picture, mais dans le cas de Belco, vous avez des équipes, vous voyez bien les problèmes auxquels les gens font face, etc. Nous, en tant que petit torréfacteur, on ne peut pas être 3 mois par an dans un pays. Néanmoins, on y va. On est en contact direct avec nos producteurs, avec les représentants de nos producteurs, etc. Et en fait, tout ça, quand on est face au consommateur final, ça t'est déjà arrivé d'avoir à discuter avec un client et de lui dire « Ah, je suis désolé, ce café, il n'est pas bio, mais par contre, je peux te raconter toute l'histoire. C'est une famille, etc. » Et qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact in fine? Est-ce que tu vas faire ton call to action à réussir à lui faire acheter le café? En général, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es tellement passionné et en plus de ça, tu as tellement toi-même d'éléments de vérification à apporter, de points d'éléments de c'était quoi le début, c'est quoi la fin, qu'en général, tu arrives à convaincre ton consommateur que ce café-là, il est mieux pour toute la filière, potentiellement il est mieux pour la planète, sans nécessairement avoir le label zéro déforestation, le label bio, le label Fairtrade. J'adore ce point-là parce que pour nous aussi, dès le début de l'aventure, le but c'est d'essayer devant le consommateur d'être comme le marchand de fromage dans un marché et que les gens sentent qu'ils sont le plus près possible dans la filière, d'être vraiment littéralement dans l'humain direct avec les consommateurs. Et Carlos, tu as quelque chose de direct là-dessus? Exactement, j'ai juste une toute petite réaction. Alors moi, avant de faire le café de spécialité, j'étais dans l'hôtellerie, j'étais un concierge et j'étais concierge Clé d'Or dans un palace parisien. Dans ce palace parisien, on avait des clients, on crée un lien presque d'amitié avec les gens. Quand on crée un lien d'amitié avec quelqu'un, on a une confiance qui se crée. Cette confiance qui se crée, forcément, véhicule une façon de lâcher prise qui permet de se laisser aller par la personne qui vous conseille. Donc moi, en tant que concierge, avec des clients que j'ai eus dans cet hôtel, ils me croyaient aveuglement. La force qu'on a, quand on est créateur de confiance, c'est que nous, on peut leur dire, on peut leur faire goûter du café. Forcément, il faut qu'il soit bon, obligatoirement, mais cette confiance fait qu'il va faire l'effort de faire l'achat. Et nous, à ce niveau-là, on ne fait pas forcément que le rapport de confiance auprès du consommateur. On cherche à avoir un rapport de confiance également avec nos producteurs. Et du coup, cette confiance se crée dans les deux sens et obligatoirement, c'est surtout beaucoup plus facile de faire cette traçabilité et assurer un sourcing de qualité. Merci beaucoup, Carlos. Conserver la confiance, la renforcer,
conserver notre mission, la renforcer dans la traçabilité fine et humaine des cafés. Alors on va passer les micros à la salle et je crois que Morgane, ça va? Est-ce que tu vas bien Morgane? Ça va? Ouais, ça va? D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour ce panel? Moi j'en ai au moins 7. Du coup, voilà. Questions au fond. Est-ce qu'il y a un micro pour la salle d'ailleurs? Il n'y a pas de micro pour la salle. Je vais te passer le micro. Bonjour, j'ai une question très factuelle. Est-ce qu'il est dur aujourd'hui de recruter des baristas qui transpirent la même passion que le café que vous et donc du coup qui sont capables de communiquer ces informations-là pour le client final? Est-ce que... Alors, Christophe, tu veux? Vas-y. Ouais, alors ça c'est une question très intéressante, merci. Évidemment. Alors, non, c'est pas compliqué en fait, et ça rejoint la traçabilité, ça rejoint ce que tu disais Carlos. En fait, on recrute des baristas et en fait les gens viennent postulent chez Terre de Café pour ça, pour la traçabilité, pour la qualité, la traçabilité, pour le produit. Et tous ces jeunes gens, puisqu'ils ont entre grosso modo 20 et 30 ans, généralement ils sont diplômés d'ailleurs, ils cherchent du sens. Et tous ces jeunes gens-là courent après la traçabilité, vont dans les restaurants, regardent d'où vient le vin, d'où vient la viande, les farines sont tracées à la boulangerie, et il y a vraiment un mouvement de fond. Et c'est pas parisiano-parisien parce que c'est général et c'est pas que en France. Et moi ça me rend super optimiste. Donc la réponse pour nous elle est non. C'est simple de recruter des gens qui ont soif de ce savoir-là justement, du produit quoi, de savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que ça représente la qualité, l'excellence, les process, la torréfaction, la transformation, et d'être super fier de proposer un produit hyper tracé, hyper qualitatif à un client final. Excellent. Alice? Ouais, et moi j'irais même plus loin. Je dirais même que dans le cas des baristas qui sont chargés du service, effectivement, le café de spécialité, le fait que les entreprises majoritairement sont engagées et le communiquent, eh bien, ça fait que forcément, c'est des personnes qui sont soucieuses et du goût et potentiellement de l'environnement. Enfin voilà, c'est en général, ça va ensemble. Mais par ailleurs, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est aussi comment on les fait évoluer. Et là, je parlerai plus peut-être des équipes administratives, des stagiaires, etc., qui arrivent parfois, c'est leur première expérience, ils boivent pas de café. C'est toujours un peu... Et puis après, ils sortent au bout de 6 mois ou au bout d'1 an et puis ils boivent du café. Mais ils boivent plus... Forcément, ils boivent... Avant, ils me disaient j'aime pas le café. Et puis au final, après, ils se disent mais du coup, je pourrais jamais plus boire un café de la même façon. Donc là, quand on arrive à faire ça en 6 mois, 1 an, pour X ou Y raison, parce qu'on les a emmenés dans une dynamique, et ben c'est chouette. Est-ce que tu veux bien passer le micro du coup, s'il y a une autre question? Non? Morgane. Non, moi j'abonde dans tout ce qui a été dit là, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, il y a la question des indicateurs aussi, les indicateurs de diversité, les indicateurs de rémunération du producteur. Je pense que parmi les questions et le récit et la façon dont on applique aussi ce qu'on fait pour le café à notre quotidien aussi, parce que les acteurs de café de spécialité sont très engagés dans la traçabilité du café, mais c'est rare ceux qui sont très engagés dans le sourcing correct de toutes les autres matières premières qu'ils utilisent, je trouve. Donc c'est une question que je pose à la filière en fait en général, j'ai pas forcément la réponse. Et ma question par rapport à la loi sur la déforestation ou ces enjeux de durabilité, c'est plutôt pour vous qui va payer cette traçabilité du coup physique, ce serait peut-être ma question. Parce que de ce que j'ai entendu, puisqu'il y a une table ronde sur le sujet demain, sur le sujet agroforesterie, on parlera très peu de la déforestation, je pense. Mais c'est quand même, il y a cet enjeu de... ça va être les coopératives, ça va peut-être être les producteurs. Et en fait, on est quand même dans un marché où cette notion de prix et de qualité de relation avec les producteurs et les torréfacteurs reste capitale, en fait. Voilà. Qui paye? Qui veut traiter la question de qui paye? Qui paye en premier en fait, c'est ça? Parce Comment? qu'à la fin, c'est le consommateur qui va payer. À la fin, c'est le consommateur. Qui paye en premier
il va quand même y avoir un coût. Oui, à un moment, il y aura un coût qui sera forcément ajouté au produit pour financer en fait tout le système qui va être mis en place. Au début, pour mettre la mise en place préalable du système va coûter aux acteurs en amont de la filière, forcément, parce qu'il va falloir mettre des ressources pour pouvoir apporter les garanties, peu importe le type d'agriculture concernée. Enfin, je veux dire, nous, on est très engagés dans l'agroforesterie. En fait, il va quand même falloir apporter la preuve pour tous les cafés qu'on importe, même s'ils sont cultivés sous modèle agroforestier, apporter la preuve qu'ils ne proviennent pas de zones déforestées. Donc il y a quand même tout un système à mettre en place qui va prendre beaucoup de temps, qui va mobiliser les équipes chez nous, qui va mobiliser les équipes chez nos partenaires, chez les fermiers. Et ça, c'est les acteurs en amont de la filière qui vont le financer. Ensuite, une fois que tout sera en place, le consommateur en paiera une partie, comme le disait Christophe. Alice, tu veux compléter? Ouais, alors je dirais que pour rappeler aussi un petit peu, en fait, il y a une autorité administrative qui est en train de se créer et qui va être chargée de faire le contrôle des données qui vont être transmises par les importateurs, par les exportateurs, par les coopératives, le cas échéant. Donc forcément, ça va générer, donc il va y avoir une espèce de liste d'informations à fournir. Et donc, soit sur des choses qui sont intégrées, entre guillemets, dans les départements achats pour les personnes qui doivent travailler en collaboration avec les coopératives, les producteurs, et qui sont en mesure, sans trop de difficultés ou avec plus de difficultés, de transmettre ces informations. Soit ça demande toute une restructuration, effectivement, d'une filière, ce qui va vraisemblablement être le cas, et donc ça va coûter un petit peu d'argent. Après, ça va demander une réorganisation. Cette réorganisation, peut-être qu'au début va coûter de l'argent, peut-être qu'in fine, elle permettra d'être plus efficace aussi et donc de réduire finalement les coûts fixes initiaux, entre guillemets. Mais de toute façon, on sait très bien quand il y a une valeur ajoutée pour X ou Y raison, qu'est-ce qui paye in fine? C'est le consommateur. Et comment est-ce qu'on fait justement pour mitiger cet effet? De sorte que quand même, moi je veux que tout le monde puisse boire du bon café. Et pas juste du café traçable, mais du bon café. Très clair. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Tu veux me passer le micro? Merci. Bonjour à tous. Christophe, tu n'étais pas très content ou pas très confiant de label parce que tu dis, bon, le label, ça ne veut rien dire, le label déforestation et compagnie. Je suis assez d'accord avec toi parce que, pareil, dans la pêche, il a plein de labels et ça ne veut rien dire, c'est dégueulasse. Du coup, on a envie de faire une traçabilité avec beaucoup d'informations, mais comment on arrive à communiquer ça? En salle, dans les cafés, les baristas, ils ont 2 minutes pour servir les cafés. Dans les torréfacteurs, tu n'as pas plus que 5 minutes, 6 minutes pour vendre ton café. Donc, comment on arrive à communiquer? Est-ce qu'on peut se servir plus des arts, de la technologie, pour mieux communiquer ces messages? Voilà. On répond tous les deux. Merci, vas-y. Très bonne question. C'est une très bonne question. Comment expliquer quelque chose de complexe de manière simple et sans moyens de communication de masse, parce qu'on est des petites entreprises, des moyennes entreprises. J'ai envie de te dire, c'est là aussi, c'est un travail quotidien. C'est un travail de physique aussi dans les boutiques. Ce que tu disais, les gens viennent chez nous pour le café. Et donc, ils sont prêts à écouter. Et puis, c'est du réseau, c'est du packaging, c'est tous les moyens dont on a à disposition pour communiquer le plus possible. C'est de la photo, c'est de la vidéo, c'est des livres, c'est tout ça, c'est tous les moyens accessibles. On ne peut pas faire de la pub, on ne peut pas sponsoriser une émission de prime time. En tout cas, pas encore. Peut-être ça arrivera. Et donc, c'est de l'information transparente et fine. Voilà. Et c'est à tous les niveaux de la chaîne, d'ailleurs, du café. C'est aussi des unions. Alexandre de Belco, sa société, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de donner de la traçabilité, des informations et même du marketing un peu fait aux petits torréfacteurs. Hier, j'animais une
conférence où on expliquait Delonghi accompagnait la filière, investit dans des associations à l'origine, aide les torréfacteurs à communiquer, etc. C'est tout ça. Donc c'est un travail de fourmi qui est très compliqué parce que justement c'est complexe. Mais quand je disais c'est à nous de changer la filière, c'est à nous de parler de traçabilité fine, c'est exactement ça. C'est comment faire et c'est un gros travail qui demande des moyens intellectuels, humains, du temps et financiers aussi. Voilà. Mais c'est compliqué. Tout à fait. Carlos? Je voulais juste réagir par rapport à ça et des choses qui peuvent être mises en place, surtout sur du concret, sur des personnes qui vont être confrontées sur la commercialisation du café avec un client sur 2 secondes de contact humain. Tu payes, je te sers ton café, tu pars et tu ne sais pas ce que tu bois. À la limite, certes, tu peux avoir des informations qui sont liées sur ta machine, mais voilà, ça se résume à ça. Tu as le temps de regarder, mais tu ne peux pas aller plus loin. Donc, nous, on n'a pas de coffee shop, mais nous, on a des idées. Et du coup, il y a la technologie. C'est quoi la technologie? C'est tout ce qui est audiovisuel, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Nous, on a souhaité faire quelque chose. On a des packagings qui sont assez particuliers. Et ces packagings, en fait, ils ont la possibilité d'avoir une lecture vidéo sur notre marque et vous avez une information qui se projette. Cette information permet de donner des informations sur qui nous sommes et je pense que ça pourrait être même quelque chose qui pourrait être utilisé pour avoir des informations sur le café qui est consommé. Je ne pense pas au packaging à ce niveau-là, je pense peut-être à des fiches. C'est-à-dire que la personne, il va peut-être avoir une fiche ou peut-être ça va être une serviette. Sur la serviette, il va y avoir un code barre. Sur le code barre, il pourra être lu par nos téléphones portables et ça peut accompagner la dégustation avec des informations, avec une vidéo, avec quelqu'un qui en parle et sans avoir besoin d'avoir... Limite, ça se trouve, c'est une vidéo qui est prise par le barista. Pourquoi pas? Ça peut être une façon de pouvoir commercialiser avec de la technologie. Alors, on va bientôt terminer. Commentaire d'Alice. Et je vais quand même poser une question sur les entrants exotiques à Christophe. Et après, on va atterrir. Alors, très rapidement, la technologie, c'est bien. Mais on est saturé d'informations, de vidéos, de technologies. Le café, c'est avant tout un rapport humain. Hein, donc, je pense que c'est quand même important qu'on forme nos équipes et de faire en sorte qu'on arrive à transmettre en fait cette passion qu'on a pour le produit, pour le goût et puis pour voilà cet instant de partage que ça génère. Donc moi je suis peut-être un peu plus vieille école, mais pourtant je suis pas si vieille, mais voilà, je trouve que c'est très chouette tout ce qui est QR code, ça nous permet de faire plein de choses. Alors évidemment, les photos, les vidéos, ça nous permet de communiquer à tous les niveaux et d'emporter les gens, mais vraiment avant tout le contact, discuter, parler, challenger. Et pas que pour le café, mais de façon générale, enfin, de transmettre vraiment ce goût du savoir-vivre et de la gastronomie, quoi. Absolument, absolument. Alors, juste pour la curiosité, et ce n'est pas un thème qu'on va creuser aujourd'hui, mais on va dire pour la route, tu as parlé, Christophe, tout à l'heure d'autres entrants. Du coup, maintenant, je suis hyper curieux. Qu'est-ce que tu avais en tête par rapport à ça? Juste qu'on ait en tête, comme un petit peu une question pour la route sur si on achète du café, est-ce qu'il n'y a que du café dans le café, en fait? Alice, tu rigoles parce que tu sais que c'est une vaste question. Je vais résumer juste, alors. Non, mais c'est de quoi il s'agit? Comme ça, on va sortir en se disant waouh, il faudrait que ça continue encore une heure. Mais voilà. Aujourd'hui, dans le café de spécialité, mais pas que, en fait, on va essayer d'améliorer le sensoriel, le goût, d'améliorer entre guillemets, en tout cas de gagner des points sur une notation, sur un scoring SCA. Là, on note il y a un protocole de notation des cafés. Et donc pour gagner des points, en fait, on va travailler des fermentations, on va dire, d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'une fois que le café est récolté, en ce moment, il y a des recherches partout sur cette période qui consiste en fait à opérer la fermentation et à la stopper. D'accord ? Et là, on peut ajouter des intrants pour améliorer les scores. Donc, un intrant, alors il n'y a rien forcément chimique, mais en tout cas,
On peut mettre, on appelle ça des cafés infusés. On peut mettre carrément des extraits, faire du café à la vanille, à l'ananas, aux fruits noirs, voilà. Ça, c'est la manière la plus vulgaire, je dirais, de le faire en termes sensoriels. Et puis, on peut ajouter des choses plus fines, ce sont des levures. C'est un peu comme un Pantone. Vous voulez vert, rouge, bleu. Là, vous voulez poire, abricot. C'est un goût de chewing-gum, etc. Et le problème de ça, c'est que ça gagne des compétitions. Ça devient à la mode. Et ce que n'ont pas compris, ça permet à des producteurs, en fait, ce phénomène-là a commencé en Colombie, continue en Colombie, et ça a permis à des producteurs de passer d'une case commodité où les mecs gagnaient mal leur vie, on va dire, à une case specialty où les cafés sont achetés plus cher. Donc, pour moi, c'est la filière est jeune du café spécialité. Et il faut prendre du recul là-dessus. Nous, on a la chance en France d'avoir du recul par rapport à la filière du vin. On a fait ça dans le Beaujolais, on fait ça dans le Bordelais, et on se rend compte que ça a ruiné la réputation de régions entières. Et que ceux qui gagnent à la fin dans le vin en France, ce sont les Bourguignons. Parce que les Bourguignons, c'est la quintessence du terroir. Pinot Noir et depuis 1000 ans. Et c'est ça qui gagne à la fin. Et aujourd'hui, les producteurs ne se rendent pas compte que lorsque le Brésil commencera à faire ça, en plus les cafés ont tous le même goût, donc on est loin du terroir, hein, et que lorsque le Brésil se mettra à faire ça, ou le Honduras, qui a des coûts de production assez bas, eh ben, les gens achèteront à des producteurs, à des méga producteurs, et plus à eux, et ils seront relégués. Voilà. Donc, et ça, moi je trouve que ça mériterait d'être marqué sur un paquet de café, que le consommateur sache juste ce qu'il achète, comment les choses sont faites, quoi. C'est aussi la traçabilité. Alors, tu vois, Marie-Hélène, on a le sujet pour l'année prochaine. Est-ce que les cafés avec des entrants exotiques, c'est encore du café? Table ronde. Donc, je vous donne rendez-vous pour 2024 au Parc Floral. Pour aujourd'hui, retenons simplement après tous ces échanges, que nous devons de préserver notre mission, notre passion, en fait, de garder cette traçabilité fine, humaine, et d'ailleurs de la ferme au barista, au point de contact avec le consommateur final, et qu'au fond, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la donnée précise, c'est vraiment la qualité humaine de l'expérience qu'on transmet. Merci beaucoup, Christophe, Alexandre, Alice, Carlos, merci beaucoup. Merci. Merci Andrés. Merci à tous. Happy Merci, Andrés. Festival. Merci.